Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir de recevoir Béatrice Beru. Bonjour. Je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque qui est à la fois splendide, passionnant et qui suscite beaucoup de questions, dans lequel vous avez transcrit des mouvements de 3 symphonies de Mahler, 3, 5, 6, et une paraphrase que vous avez composée sur la Nuit transfigurée de Schoenberg. En liminaire, vous dites que en fait, vous voulez en quelque sorte réapproprier pour le répertoire pianistique des compositeurs qui n'ont quasiment rien consacré. Enfin, Schoenberg, quand même, il a écrit pour le piano beaucoup, mais Mahler, rien du tout pour le piano solo. C'est une sorte de vengeance de l'amour de l'artiste que vous êtes pour ces génies que sont Mahler et Schoenberg. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que tout le répertoire austro-allemand de la fin du 19e a délaissé le piano. Même Wagner s'en est occupé au tout départ, puis il a totalement laissé de côté pour le grand orchestre. Strauss, c'est un peu pareil. Et puis, en fait, je suis tellement tombée amoureuse de la musique de Mahler et de la Nuit transfigurée de Schoenberg que je me suis dit, je ne peux pas passer une vie à les écouter seulement, je dois les jouer d'une manière ou d'une autre. Et alors, je me suis lancée et j'ai commencé par transcrire l'Adagietto. Comme c'était une formation plus petite avec seulement cordes et harpe, je me suis dit que ça serait une bonne porte d'entrée dans le monde mahlérien. Et puis après, des ailes me sont poussées et je me suis attaquée au menuetto de la 3e et à l'andante moderato de la 6e, en constatant qu'à chaque transcription c'était plus facile, ça allait plus vite, les solutions se présentaient d'elles-mêmes. Et effectivement, avant ça, j'avais fait un gros travail de recherche pour voir si vraiment il n'y avait pas d'œuvre pour piano de Mahler. Et alors, il aurait composé une suite pour piano pour terminer son conservatoire de Vienne, mais elle a été détruite dans l'incendie pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle était à la bibliothèque nationale viennoise. Du coup, il n'y avait vraiment plus rien pour nous pianistes. Il y a quand même les leaders de Mahler avec accompagnement de piano, Patrice Beru, et puis il y a son quatuor avec piano, où il y a quand même des traces pianistiques de Mahler. Ces leaders, vous les avez joués, vous avez interprété aux côtés de chanteurs Non, je m'en suis pas occupée. C'est vrai que moi, c'était vraiment ces symphonies en fait qui ont provoqué mon coup de foudre pour le langage mahlérien. Et j'ai trouvé sur YouTube des enregistrements de piano à rouleau où Mahler jouait ses symphonies au piano. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il les pensait du piano, il les orchestrait après. Du coup, en fait, c'était assez naturel de les ramener dans leur forme presque originelle en les retranscrivant pour le piano. Alors le défi, c'est que je voulais vraiment en faire des œuvres pour piano et pas des réductions d'orchestre. Et évidemment, en extrayant un mouvement d'une symphonie, sa dramaturgie est complètement différente. J'ai imaginé ça plutôt comme des Klavierstücke de Brahms ou des pièces de Schumann, enfin quelque chose qui avait une vie propre en dehors de sa symphonie. Oui, d'ailleurs, quand on écoute ce disque où il y a justement ces mouvements de Mahler et cette Nuit transfigurée, vous romantisez quand même, on voit quand même tout l'héritage romantique de ces génies dans la manière dont vous interprétez. Parce que vous aussi, vous êtes une héritière du piano listien, on sent chez vous un amour de tout ce pianisme, et ça ressort. Enfin, vraiment, c'est quand même une vision romantique que vous avez de ces compositeurs. Mais peut-être que je m'égare. Pas du tout. Vous avez tout à fait raison. En fait, c'est mon parcours de listienne qui m'a amené à transcrire ces œuvres. J'ai joué et enregistré l'œuvre de maturité de Liszt, après son œuvre concertante, finalement son œuvre tardive l'année passée. Et en fait, ça m'a amené dans des rivages où je devais me tourner vers ce qui venait après Liszt, en fait, les héritiers de la tradition listienne. Et puis c'était Mahler et Schoenberg. Et évidemment, la transcription, c'est un art auquel Liszt s'est adonné pendant toute sa vie. Du coup, ça me paraissait très naturel en fait de poursuivre ce chemin, en ayant un petit peu l'impression qu'il regardait sur mon épaule, qu'il rigolait parfois en me voyant faire des erreurs. Mais aussi, c'était un personnage dont la pensée m'a vraiment d'une manière impressionnante. Mais c'est une obsession, Liszt, chez vous. Je dis pas ça au sens négatif, mais... Non, mais vous avez raison. Au sens positif, c'est
C'est une obsession. Enfin, c'est plutôt un personnage que j'ai l'impression qui m'accompagne dans mon quotidien d'artiste. Et alors, ces symphonies de Mahler, vous avez choisi des mouvements de la 3e, de la 5e, de la 6e. La 3e, c'est quand même une symphonie avec voix, avec soliste, avec ce chœur d'enfant, chœur de femme. C'est des orchestrations lourdes, en fait, que vous avez choisi de transcrire. Mais comment vous avez fait pour choisir parmi les 10 symphonies, enfin la 10e est inachevée, mais pour choisir parmi ces œuvres, vous êtes allé vers quoi? Vers les symphonies qui vous sont le plus chères ou celles que vous pensiez le plus adaptables? Non, en fait, j'y suis allée toujours au coup de cœur. J'ai les mouvements qui m'emballaient, j'avais envie de les transcrire. J'ai aussi effectivement dû m'éloigner des mouvements où il y avait des voix, parce que ça, je sais pas si un jour je trouverai une solution pour ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, puis la symphonie d'Émile au piano, ça ne doit pas être facile. Non, ou alors il faut un collègue de plus. Mais effectivement, j'ai eu ce genre de problème d'orchestration, en guillemets, dans le mouvement de la 6e. Mais il y a le problème des cloches. Oui, vous dites que vous avez essayé un son de carillon au piano Oui. dans le texte qui accompagne le disque. Oui. Mais finalement, je me suis dit de ces cloches, moi, très honnêtement, elles me dérangent dans la symphonie. Et je trouve que c'est tout d'un coup un bruit qui est discret. Ah bah, il aime bien ça, Mahler, de temps en temps, introduire un instrument qui n'est pas l'instrument habituel de l'orchestre. C'était très inventif, mais je me suis dit finalement qu'elle soit pas là, ça me gêne pas tant que ça. Alors, donc, vous avez choisi Symphonie. Comment ça s'est passé? Ce sont des symphonies. Alors, en préparant cet entretien, j'ai relu un peu ce qu'on peut lire sur vous et j'ai vu que notamment votre passion du piano et de la musique, elle venait du deuxième concerto de Brahms, qui est l'œuvre que vous écoutiez toute petite et pour laquelle vous avez éprouvé une passion. D'ailleurs, c'était quoi comme interprétation? Vous vous en souvenez, Béatrice Berru? Bien sûr, c'était Christian Zimmermann et Leonard Bernstein. Ah oui, quand même, vous n'avez pas choisi les pires pour vous initier à cette littérature. Et alors, ces symphonies de Mahler, justement, vous les écoutiez, c'est quoi vos interprétations préférées de ces symphonies que vous avez choisi après de transcrire? Alors, j'aime beaucoup Lorin Maazel avec le Philharmonia. C'est ce que j'ai le plus écouté. Il me semblait que c'était un peu... C'est magnifique, mais c'est pas ce à quoi on pense automatiquement quand on pense aux symphonies de Mahler. C'est intéressant. On pense à Bernstein, on pense à Bruno Walter, Klemperer, Abbado. Et vous, c'est Lorin Maazel, parce que vous l'aviez entendu en live ou... Non, parce que en fait, je fais mes courses en guillemets sur Spotify et puis j'ai écouté plusieurs versions différentes et effectivement, le choix des tempos de Maazel en particulier me paraissait très fluide, très naturel. Oui, alors justement, la question des tempos, c'est important parce que vous jouez sur un instrument qui n'a rien à voir avec les versions orchestrales et donc vous n'êtes pas... Est-ce que vous êtes senti obligé justement d'adopter les tempos qui peuvent sonner merveilleusement à l'orchestre, mais au piano, ça peut être plus compliqué? Par exemple, je pense à l'Adagietto de la 5e. Le tempo, s'il est trop lent au piano, voilà. Alors, comment vous avez fait? J'ai vraiment, en fait, j'ai gardé les relations de tempo que Mahler avait notées, entre les sections plus vite, moins vite, plus confortable, plus doux, enfin toutes ces choses-là, j'ai gardé ces proportions, mais vraiment, je me suis éloignée des symphonies du moment que je les ai transcrites et que je les ai beaucoup jouées. Au fait, j'ai pas réécouté ces mouvements de symphonie tels quels. J'ai l'impression que ces pièces sont devenues vraiment des pièces pour piano et pour moi, les mouvements originels des symphonies sont un souvenir lointain. Alors, j'avais eu la chance de vous interviewer, Béatrice Berru, il y a quelques années pour un disque liste. Et en vous écoutant à chaque fois, je me dis, mais ce qui est extraordinaire chez cette pianiste, c'est que en fait, vous ne jouez que ce qui suscite chez vous, j'ai l'impression, une passion. Et il y a un amour chez vous des œuvres que vous interprétez. Parfois, certains pianistes, certains instrumentistes interprètent des œuvres par la force des choses où ils doivent bâtir un répertoire. Mais vous, on a l'impression que vous n'allez que vers ce qui suscite chez vous un enthousiasme démesuré, comme ce Mahler ou ce Liszt. Oui, vous m'avez très bien cerné. En effet, j'arrive rien à faire avec Thiéba. Mais il y a quand même des circonstances où quand un organisateur vous demande de jouer un certain répertoire à un concert, on ne va pas citer de nom, mais il vous est peut-être arrivé quand même de jouer parfois des œuvres qui étaient moins votre chair ou moins votre univers. En récital, c'est toujours facile de faire ce qu'on veut, surtout maintenant avec les années, on a bien compris qu'il valait mieux m'engager pour du Liszt que pour du Debussy par exemple. Et Debussy, excusez-moi de vous interrompre, c'est un musicien
que vous aimez en tant que musicien, mais qu'en tant que pianiste, vous n'arrivez pas à aborder, ou sur lequel vous vous sentez en terre étrangère Oui, en vérité, avec toute la musique française, je me sens en terre étrangère. J'ai vraiment grandi en Suisse, dans un canton bilingue, et j'ai fait toutes mes études à Zurich, puis en Allemagne, et j'ai fait presque pas de musique française, et c'est un langage auquel je vais y venir, hein, j'en suis persuadée, mais pour l'instant, pas encore. Mais c'est un langage que vous aimez quand vous l'écoutez, ou c'est encore un univers qui suscite pas chez vous la même passion que l'univers germanique C'est un univers qui m'émeut moins, mais c'est totalement personnel comme avis. Ah oui, mais je trouve ça intéressant, justement, d'avoir des opinions tranchées sur quand on est un musicien et de pas adopter une posture qui dirait j'aime tout. Mais alors, on va revenir à Mahler et Schoenberg, ce disque, moi que je trouve assez fascinant. Donc, quand vous avez fait le choix des symphonies, il y en a pour lesquelles vous vous êtes dit c'est pas possible, je peux rien transcrire, même si je les aime. Oui, et puis il y a aussi des symphonies avec lesquelles j'ai pas réussi de créer de lien en les écoutant. Oui, j'y suis vraiment allée au coup de cœur. C'est vrai que ce menuetto de la 3e ou l'andante moderato de la 6e, ça a bouleversé mon univers d'entendre ces œuvres et de les découvrir. Et alors, ça fait quoi quand on joue ça au piano particulièrement quand on les a transcrits soi-même, c'est une joie sans pareil. C'est vraiment effectivement une joie sans pareil. C'est une écriture pianistique qui est un tout petit peu différente quand même de l'écriture pianistique habituelle. Et du coup, on a vraiment l'impression de prendre les dimensions d'un orchestre. Aussi, on va chercher les basses les plus extrêmes, les aigus les plus extrêmes, parce que Mahler les a écrits dans ses partitions. Cette impression de posséder le clavier en entier, c'est assez jouissif en fait. Alors vous parlez des basses extrêmes, des aigus extrêmes, et il y a une chose dans ce disque aussi qui est magnifiquement enregistré, c'est votre piano, c'est un Böschendorfer, vous êtes particulièrement attaché au son du Böschendorfer. Oui, effectivement, ça fait presque 10 ans que je suis artiste Böschendorfer et je suis vraiment emballée par leurs instruments. J'ai l'impression qu'en développant leur nouveau piano, là, le Vienna Concert, ils m'ont permis de réaliser mes rêves sonores en fait. C'était vraiment l'instrument que j'attendais depuis toujours. C'est un instrument qui a une grande chaleur, une palette expressive sans fin, qui peut être brillant comme d'une douceur extrême. Et moi, je ne peux pas m'imaginer maintenant jouer sur autre chose que sur cet instrument-là. Oui, mais alors, vous donnez des concerts dans des salles de concert où il y a des Steinway ou d'autres, vous n'allez pas faire la fine bouche Non, mais en fait, j'ai de la chance parce qu'ils m'amènent souvent des instruments là où je joue. Et effectivement, il y a de très beaux Steinway et de très beaux Yamaha, mais c'est Böschendorfer qui vous touche le plus. Oui, c'est ça, oui. Alors on va revenir à ce disque parce que outre les mouvements de symphonie de Mahler, il y a un autre immense chef-d'œuvre, c'est la paraphrase. Enfin, c'est La Nuit transfigurée dont vous avez écrit une paraphrase. Et il y a un mot très touchant de Larry Schoenberg, qui est donc le fils de Schoenberg, qui vous a autorisé à écrire cette paraphrase et puis qui a fait un mot vraiment très émouvant pour vous féliciter, que vous mettez en liminaire de ce disque. Béatrice Berruet, comment ça s'est passé vous avez une passion pour La Nuit transfigurée et vous avez écrit au fils de Schoenberg Oui, c'est exactement ça qui s'est passé. Le jour où je me suis dit que j'allais transcrire ou paraphraser cette œuvre, je me suis dit que forcément, comme Schoenberg était mort il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait probablement des droits qui s'appliquaient encore. Et du coup, j'ai contacté son fils, le plus jeune de ses fils, qui a plus de 90 ans maintenant, et qui m'a très gentiment répondu qu'il me cédait les droits, que je pouvais le faire sans autre. Et puis, une fois que ma paraphrase était terminée, je lui ai envoyé l'enregistrement et il a eu la gentillesse, effectivement, de me mettre un petit mot en début d'album. Bon, oui, vous avez la modestie de ne pas dire mais le texte, mais enfin, il est vraiment très éloquent et très gentil. Justement, alors, c'est pas une transcription, c'est une paraphrase, c'est-à-dire que vous avez pris cette Nuit transfigurée, qui est l'œuvre la plus romantique de Schoenberg, enfin la plus post-romantique, et puis vous jouez l'œuvre intégralement, mais vous en avez fait une sorte de paraphrase. Il
il y a des accents listiens, il y a des arpèges, enfin il y a un éblouissement pianistique qui n'est pas a priori dans cette musique transfigurée écrite pour sextuor à cordes ou pour orchestre à cordes. C'est vrai, en fait, j'avais commencé par en faire une paraphrase assez littérale qui était proche de la texture de Schoenberg et en fait ça marchait mais pas du tout parce que toutes les cordes se retrouvaient en paquet au milieu du piano puis ça sonnait terriblement mal. Du coup j'ai tout jeté et je me suis dit bon tant pis maintenant, moi cette œuvre en fait elle me fait penser à la sonate de Liszt donc je vais essayer très modestement de rendre un hommage à la sonate de Liszt. Donc je vais m'accorder la liberté de virer tout ce qui ne me convient pas dans la partition de Schoenberg, disons tout ce qui ne me convient pas dans une perspective pianistique, et puis oui, en faire quelque chose, un grand hommage au piano romantique. Il y a Liszt qui est très présent dans mon écriture, il y a aussi Ravel et Scriabine qui sont deux écritures pianistiques que je trouve. Ah bah quand même, il y a Ravel, vous parliez de la musique française. Oui, et c'est vrai que bon, les Gaspard de la Nuit de Ravel, c'est quelque chose que je suis béate d'admiration dans cette œuvre. Et alors donc, il y a cette paraphrase, c'est vrai que ça donne un éclairage très différent. Bon, un seul s'était plié à l'exercice, enfin un seul très connu, c'était Steuermann, élève de Schoenberg, qui avait transcrit pour trio avec piano cette nuit transfigurée, mais lui c'est une transcription littérale. Exactement, il est resté très proche de l'esprit de base et même de la couleur sonore du sextuor. Mais c'est vrai que moi j'ai réalisé rapidement que c'était pas du tout une option pour moi comme pianiste. Vous l'avez joué ce trio ou jamais vous n'avez pas essayé de le jouer et cette transcription ne vous parle pas en fait Pas forcément, moi c'est vrai que c'est la version de sextuor à cordes. Je me rappelle la première fois que je l'ai entendu, j'étais en résidence au festival de Ravenia à Chicago et des collègues l'avaient joué. Et ça avait été un moment, mais d'une révélation, quoi. Cette beauté, puis c'est cette métamorphose incroyable qui est opérée au début où on est au fond du bac, on ne peut pas tomber plus bas que le début de la nuit transfigurée. Et puis finalement, petit à petit, on s'élève pour regarder vers les étoiles. Enfin, c'est une œuvre phénoménale, symboliquement aussi. Phénoménal, féerique. Et puis, vous n'avez pas eu peur d'y toucher, justement, Béatrice Berru, malgré tout votre amour pour cette œuvre, ou peut-être à cause de votre amour pour cette œuvre, vous n'avez pas eu d'appréhension En fait, alors, non, j'ai jamais eu peur de... Ah, mais ça, c'est bien. Peut-être que je manque d'humilité, mais en fait, j'ai tellement de plaisir à le faire que je me dis que rien que mon plaisir justifie que je le fasse. Et alors, comment ça s'est passé parce que vraiment, cette paraphrase, elle est très belle. Vos transcriptions de Mahler aussi sont magnifiques. Comment vous avez appris cet art de la transcription ou de la paraphrase? C'est en jouant les œuvres de Liszt ou alors vous avez eu tout un travail avec des professeurs Non, en fait, c'est vraiment... j'ai appris sur le tas. Un jour, j'ai pris mon crayon et puis une feuille de papier, puis j'ai commencé à écrire. Avant de faire les transcriptions de Mahler, j'avais transcrit les Wesendonck-Lieder de Wagner. Et puis je me suis fait un peu la plume comme ça, puis ça a été de plus en plus vite. Par exemple, le mouvement L'Andante de la 6e, il dure 17 minutes, c'est assez long, mais en fait, c'était une transcription que j'ai faite en 5 ou 6 jours. Du coup, en fait, au cours de... Voilà, j'étais de plus en plus efficace. Et vous avez le souhait de le faire pour d'autres œuvres, maintenant que vous avez accompli ce travail C'est une très bonne question. En fait, là, vraiment, je suis à un tournant dans ma carrière de pianiste parce que je suis en train de me demander, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ? J'ai fait des choses qui me paraissaient tellement pleines de sens, rendre hommage à l'œuvre tardive de Liszt, transcrire ces Schoenberg et Mahler, et là maintenant je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour continuer d'évoluer. C'est une période un peu d'interrogation sur le répertoire. En même temps, il y a tellement de répertoires que vous aimez, parce que ça c'est la question, c'est le cliché, c'est la bouteille à l'encre. Vous, pianiste, vous bénéficiez du plus immense répertoire qui soit, et en plus vous voulez en créer. C'est-à-dire que vous vous estimez frustré alors même que vous avez un répertoire infini pour lequel 12 vies ne suffiraient pas à l'interpréter, et malgré ça vous allez en rechercher encore. Oui, c'est vrai, parce que en fait, comme interprète, je me suis rendu compte au fil des années, mais en fait, je suis très légèrement frustrée d'être interprète. J'aime beaucoup l'écriture aussi, et c'est quelque chose que je développe maintenant. J'ai des commandes d'œuvres pour piano que je vais jouer moi-même en première.
Mais des œuvres composées ex nihilo, c'est-à-dire pas inspirées d'autres œuvres. Non. Et oui, je crois que de plus en plus, en fait, je vais me diriger quand même vers quelque chose qui tend à la composition et à l'interprétation de ce que j'ai écrit. Parce qu'il me semble qu'on vit un siècle un tout petit peu bizarre, où on n'est plus que des interprètes qui ne veulent pas à peu près jouer la musique qui s'écrit aujourd'hui, et qu'en fait, on est tous dans un espèce de musée où on ne fait que jouer la musique de génie, certes, mais qui a été écrite par des gens morts. Et je trouve ça pas très sain en fait. Moi j'ai envie d'écrire maintenant la musique du 21e siècle. Et vous jouez de la musique contemporaine, de compositeurs vivants justement non. Eh bien en fait, à l'exception de certains, j'avais enregistré des œuvres de Thierry Esquèche. J'ai passablement de mal en fait à trouver un lien émotionnel avec la musique qui s'écrit aujourd'hui. Ah oui, mais c'est vrai que quand on écoute votre paraphrase ou votre transcription, là, le lien émotionnel, il est direct. Béatrice Berru. Alors, on va faire un petit retour en arrière, parce que vous, est-ce que vous sentez une héritière de Heinrich Neuhaus? Vous avez été l'élève de deux élèves. Ça s'est passé comment? Parce que vous êtes allé extrêmement jeune suivre l'apprentissage de deux des élèves de Heinrich Neuhaus. Qu'est-ce qui vous avait guidé vers ça? Eh bien, c'était d'être fanatique de Gilels, d'Emile Gilels et de Richter. C'est vrai que ces deux pianistes étaient deux univers totalement différents l'un de l'autre, des langages très différents, complètement aboutis, complètement sublimes. Oui, mais alors excusez-moi de vous interrompre, ces deux génies du piano du XXe siècle, mais comment vous, jeune pianiste, vous aviez eu justement cette passion particulièrement pour eux Grâce à la discothèque de mes parents qui avaient des... Vous avez des bons goûts, vos parents. Oui, je leur dois beaucoup. Mais en fait, du coup, Gilels et Richter étaient les deux des élèves de Heinrich Neuhaus. Du coup, je me suis dit, ça, c'est la classe. Il faut qu'on apprenne à jouer des pianos comme ça. Et puis, j'ai lu après L'art du piano, son livre, qui me paraissait tellement empreint de sens et puis de profondeur. Et c'était du coup très naturel d'aller étudier chez ses descendants. Donc, qui était Esther Yelin à Zurich et Galina Ivanzova à Berlin. Mais c'était des femmes qui devaient être déjà assez âgées. Des femmes qui ont effectivement bientôt 80 ans maintenant. Et donc, vous êtes allé les voir comme ça après avoir un apprentissage donc en Suisse. Et alors, vous avez découvert un univers auquel vous vous attendiez, ou c'était complètement inattendu, la manière dont elles enseignaient Non, c'est exactement ce que je voulais. En particulier Galina Ivantsova, je lui dois tout ce que je sais faire sur un piano. C'était une école du son, d'une intelligence, un son qui est toujours au service de l'expression musicale. Enfin, vraiment, c'était apprendre à le modeler comme de la pâte presque. Et puis elle avait été étudiée chez Neuhaus, mais aussi chez un élève de Arau. Et de cet enseignement-là, elle avait aussi retiré une grande souplesse physique, une grande facilité technique. Et vraiment, pour moi, c'était du pain béni de pouvoir apprendre ces deux choses à Berlin. Oui, mais alors, je sais qu'aujourd'hui, on discute les écoles pianistiques, les écoles d'interprètes. Moi, je crois... peut-être c'est bête, mais je crois encore à ces écoles, ces traditions, et puis l'enseignement. Mais vous, c'est un enseignement. Alors à Rao, c'est un enseignement en direct, justement lystien et allemand et germanique. Et de l'autre côté, il y avait cet enseignement russe. Oui, on peut dire que je suis un peu métissée. Un beau métissage avec deux immenses écoles. C'est étonnant justement que vous, jeune pianiste suisse, vous alliez recueillir cet héritage. On aurait pu penser que vous alliez justement recueillir un héritage plus proche géographiquement. Oui, effectivement, mais comme je vous l'ai dit avant, en fait, le Valais d'où je viens est un canton bilingue. Du coup, ça semblait très clair d'emblée que l'Allemagne m'était ouverte comme la France, en fait. Et j'étais déjà très fascinée par la littérature et la philosophie allemande. Et mon rêve depuis mes 12 ans, c'était d'aller faire mes études en Allemagne. Et en Allemagne, il y a énormément de Russes qui sont venus enseigner, grâce à l'Allemagne de l'Est en particulier. Mais donc du coup, en fait, toutes les pièces du puzzle se sont mises les unes à côté des autres pour que finalement, je débarque à Berlin chez une prof russe. Et alors, outre vos talents pianistiques, il y a vos talents littéraires, puisque vous n'êtes pas contenté, ce qui était déjà énorme, de faire ces transcriptions et paraphrases. Vous avez écrit aussi 2 textes pour accompagner La Nuit transfigurée et l'Adagietto de la 5e de Mahler, une sorte d'imaginaire
qui essayait de coller aux compositions de ses œuvres par Mahler et Schoenberg. Ça s'est imposé aussi. Ben oui, en fait, j'avais envie de tenter une nouvelle formule en me disant, je pense que des textes musicologiques, moi, ça m'aide pas à entrer dans une œuvre. Moi, la seule chose qui m'aide à entrer dedans, c'est l'imaginaire, c'est de comprendre quelle constellation émotionnelle présidait à leur écriture. Et du coup, je me suis dit, en m'inspirant vraiment au plus près de leur biographie, que j'allais écrire un texte un peu immersif qui me permettait j'espère, plonger l'auditeur dans le contexte de composition de ses œuvres en disant, peut-être si on comprend vraiment ce que ces hommes traversaient quand ils ont écrit ces pièces, on comprend mieux en fait dans les résonances ou la forme musicale qu'elles prennent. Béatrice Béreux, vous aimez bien donner des titres à vos disques. Là, il s'appelle Jugendstil. Ça s'est imposé aussi, ce titre Oui, parce que c'était aussi un hommage à la Vienne du tournant du 19e au 20e siècle. Je pense que si j'avais pu choisir, j'aurais voulu vivre à Vienne à cette époque. Enfin, on n'aurait peut-être pas le bonheur de vous interviewer aujourd'hui, Béatrice Béreux. Quoique je sois d'un âge avancé, il ne faut pas exagérer non plus. Alors, ce disque, encore une fois, on a parlé du piano, de l'enregistrement, de toutes ces œuvres. Est-ce qu'il y a des pianistes qui l'ont écouté et qui vous ont dit qu'ils adoreraient se réapproprier ce répertoire et vos transcriptions il n'y a pas eu encore de contact à cet égard J'ai beaucoup de pianistes qui m'ont demandé mes partitions, mais pour l'instant, je suis un peu possessive. Ah, c'est vous, oui, vous avez un tel attachement à ces œuvres. Ouais, mais en même temps, c'est formidable que d'autres veuillent se les réapproprier. C'est comme quand apprendre à laisser partir un enfant. Oui, mais bon, là, c'est pas pareil. On peut pas laisser partir un enfant et qu'il soit approprié par d'autres. Tandis que là, c'est une appropriation qui vous empêche pas de conserver votre maternité. Donc, non, vous avez raison, je vais faire un travail sur moi-même et lâcher mes parents. Bah, surtout que c'est quand même le fait que d'autres vous les demandent, c'est un bel hommage qui vous est rendu. Oui, absolument. Et puis, vous le disiez, ces symphonies de Mahler, c'est vrai que des génies comme Mahler, c'est quand même frustrant pour les pianistes qu'il n'y ait pas un legs et qu'il y ait un legs que son génie soit exprimé comme ça dans l'orchestre ou dans les leaders, mais pas dans le piano seul. Vous réparez une frustration. Et là, il y a d'autres symphonies que vous voulez transcrire comme ça maintenant Oui, j'ai commencé à travailler sur la deuxième symphonie. J'avais des transcriptions prêtes, mais il n'y avait pas beaucoup de place supplémentaire au niveau du timing du CD en fait. Mais on ne peut pas attendre Urlicht alors, puisque vous avez dit que vous ne vouliez pas transcrire ce qu'il y avait de la voix dans les symphonies de Mahler. Peut-être, mais du coup je les paraphraserai peut-être, ou je me donnerai vraiment une grande liberté de réécrire ces contours. Alors cette nuit transfigurée de Schoenberg avec cette paraphrase, et on se dit, mais à chaque fois qu'on écoute cette œuvre, il y a des chefs-d'œuvre qui sont parfois des tubes, et donc on se dit au bout d'un moment, bon, on les a énormément entendus, mais c'est quand même des œuvres, ces symphonies de Mahler ou cette nuit transfigurée dont on ne se lasse jamais, quoi. Il y a quelque chose qui fait que c'est un bonheur constant, et on ne sait pas comment on explique que ces œuvres soient inusables en quelque sorte. Moi je pense que il y a un côté addictif en fait dans cette musique. Oui, il y a un côté, elle est trop intense. Et en fait, c'est comme le sucre, on peut plus s'en passer une fois qu'on a commencé à en manger. Mais moi, je me souviens d'une Philharmonie de Berlin jouant sous la direction de Simon Rattle à la salle Pleyel, la nuit transfigurée, et il y a un spectateur qui s'est senti mal, je pense, sous le coup d'une émotion provoquée par cette musique. Alors bon, on va espérer que votre disque va pas entraîner de malaise à personne, mais ça doit être tellement jouissif quand on a les capacités de jouer cette musique que de jouer au piano seul, Béatrice Béreux. Là, vous avez commencé à le jouer dans des concerts ou... J'ai déjà joué un certain nombre de fois. J'étais obligée de constater que dans la paraphrase de la nuit transfigurée, les difficultés étaient un peu les mêmes que dans la sonate de Liszt, c'est-à-dire tenir un discours d'une demi-heure sans interruption. Et c'est vraiment il faut être bien concentré, c'est long une demi-heure. Et alors cette œuvre, justement, on parlait des symphonies de Mahler, vous disiez que vous adoriez
les interprétations de Laurine Mazel, La Nuit Transfigurée, vous aviez des versions comme ça que vous aimez écouter au disque. J'ai trouvé une magnifique version du Hollywood Street Ah Quartet. bah c'est extraordinaire, c'est une des plus belles versions. Il y a le quintet de Schubert sur le même disque, donc ce qui n'est pas mal non plus. C'est sublime comme interprétation. J'adore, et c'est ce style de jeu des années 50, c'est tellement puissant. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas joué devant Schoenberg, le Hollywood Quartet, puisqu'à l'époque, Schoenberg était aux États-Unis. Enfin, j'ai pas révisé Béatrice Berru, mais c'est à vérifier. Mais en tout cas, effectivement, cette version, elle est extraordinaire. Et vous l'écoutez aussi avec l'orchestre, ou c'est plus pour vous Sextuor? Amoureuse de la version Sextuor à cordes, en fait, elle a un langage, enfin, c'est beaucoup plus personnel comme expression. L'orchestre à cordes, ça, pour moi, ça éloigne le propos. Mais contrairement à Mahler, Schoenberg, lui, il a composé pour le piano seul. Alors, ses œuvres pour piano seul, elles sont très loin de cette Nuit Transfigurée. C'est pas une musique que vous aimez interpréter. Non, moi, vraiment, je comprends rien à la musique de décaphonique de Schoenberg. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter à la musique post-romantique. En tout cas, c'est un bonheur d'écouter. Je voulais pas vous poser une colle, hein, c'est juste pour savoir. Parce que comme les pianistes ont quand même la chance d'avoir ces œuvres de Schoenberg, ces œuvres extraordinaires pour piano seul, on n'est pas dans l'hypothèse Mahler. Est-ce qu'il y a d'autres compositeurs auxquels vous pensez maintenant, que vous aimeriez transcrire? Ou alors je vous cueille à froid et la question est trop prématurée? Pas du tout, en fait, j'ai commencé à transcrire, mais je sais pas si j'ose vous le dire. Hein. En fait, je suis fanatique du groupe de rock Muse, et j'ai commencé à transcrire leurs chansons pour le piano en mode très virtuose, comme si c'était du Rachmaninoff, du Chopin, et en fait, ça marche super bien. Et est-ce qu'il y a justement, quand on est pianiste, parce que vous jouez sur ce disque, l'Adagietto de la 5e de Mahler ou le mouvement lent de la 3e, qui sont des musiques extraordinaires qui doivent être très difficiles à interpréter, mais c'est pas la virtuosité ostentatoire. En même temps, il y a chez vous un goût, non pas de l'ostentation, mais d'un plaisir jouissif de la virtuosité. Non pas de la technique pour la technique, mais une sorte de démonstration pianistique. Pas de démonstration, le terme est mal choisi, mais de se lancer dans un défi pianistique. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la virtuosité, c'est totalement comparable en orchestration, à des effets d'orchestration. La virtuosité sert vraiment un idéal sonore. Elle est là pour faire mettre en vibration des sons. Enfin, c'est un effet comme un autre, en fait. Mais quand vous jouez, parfois c'est plus difficile de jouer un mouvement lent qu'un mouvement d'une grande virtuosité sur lequel vous avez eu un travail acharné en tant que pianiste, mais une fois que vous maîtrisez l'œuvre pianistiquement, c'est un bonheur de le jouer, mais c'est peut-être moins difficile que de jouer une œuvre lente où justement à chaque fois il y a un défi qui est donné, de l'attention, mais peut-être que... Je pense que la difficulté réside souvent en fait dans les mouvements longs, dans le fait d'avoir un bon instrument. Comme pianiste, parfois on tombe sur des instruments qui sont très plats sonorement, et alors les mouvements lents sur ce genre d'instrument, c'est un peu moins intéressant que sur un super beau Besondorfer qui a plein de couleurs. Oui, mais alors vous parliez de Richter, Gilels, qui sont certains de vos dieux pianistiques, et ô combien c'est mérité. Mais Richter, quand on lit ses mémoires, il s'est retrouvé dans les circonstances avec des pianos qui n'étaient pas du tout à la hauteur de son talent. Ça n'empêchait pas de jouer et d'aimer jouer. Oui, c'est vrai. Non, mais bien sûr qu'il y a toujours quelque chose qui passe si on y met tout son cœur. Mais évidemment qu'on profite plus de la musique dans une belle acoustique et sur un bel instrument. Et ben c'est sur ces propos, effectivement, Béatrice Berru, sur lesquels on ne peut rien redire, qu'on va se séparer. Moi, j'aurais pu continuer à m'entretenir avec vous pendant des heures. C'est toujours un tel plaisir. Et puis, c'est un tel plaisir que ce disque Mahler-Schoenberg qui vient de paraître pour la Dolce Volta, avec ses transcriptions, et ce mot de Larry Schoenberg, qui sont tellement chaleureux, quoi. Ça a dû vous émouvoir quand vous avez reçu ça. Oui, j'ai l'impression que c'était un peu mon ange gardien dans ce projet. Effectivement, c'est très émouvant la bienveillance qu'il m'a témoigné. Un mot écrit manuscritement, ça fait plaisir aussi. Oui, c'est vrai que c'est plus personnel. Si vous avez envoyé un courriel de Los Angeles en vous disant félicitations. Voilà, c'est très émouvant. En tout cas, ce disque est très émouvant. C'est un grand bonheur. Béatrice Berru, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invitée. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec la pianiste Béatrice Berru, je vous propose de l'écouter interpréter 2 mouvements de la 3e symphonie de Gustav Mahler qu'elle a transcrit pour le piano. Je vous souhaite une belle écoute de cette interview. Bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank you.